Dans les studios de RLP, on reçoit un auteur de livres qui vit pas loin de nos studios et qui est habitué du travail de radio locale associative, Michel Decorelle. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à vous. Vous venez quand un nouveau livre apparaisse, donc c'est le cas. Concerto Périgord, Le Geste Noir, la même maison d'édition comme les précédentes. Peut-être pour nos auditeurs, quelques mots sur cette série de livres sur Périgord et sur les sujets de ces livres. Michel Decorelle. Alors, le livre-là, dont le titre c'est Concerto Périgord, c'est le dernier d'une série de livres puisque ce sont les mêmes personnages qui reviennent dans des aventures différentes. Donc le premier livre, c'était le Blues du Périgord, c'était en 2017, et celui-là, c'est le 7e de la série. J'ai vérifié, c'est une heptalogie. Et chaque livre est indépendant, mais bon, celui-là, c'était le dernier parce que j'ai peut-être un peu beaucoup, même malmené mes personnages, ils en avaient peut-être assez, et puis c'est vrai que je voulais quand même faire une fin, et donc celui-là c'est le dernier. Des fois j'annonce que c'est le dernier puis je continue, mais là c'est vraiment le dernier de la série dit Périgord, parce qu'au départ c'était une trilogie, j'en ai fait 7, et je suis le seul au monde à avoir fait une trilogie à 7 livres. C'est nouveau, hein? Peut-être sera les successeurs. Hein? Mais pourquoi ce Périgord? Toujours il y a le mot Périgord. Alors, d'abord, c'est des histoires qui se passent en Périgord. Et je voulais bien marquer la région. Je ne suis pas un régionaliste à tout crin, hein, mais le décor me paraissait bien convenir à mes romans. Et puis, quand c'est une région qu'on connaît bien, que je connais bien, c'est préférable d'écrire sur des choses qu'on maîtrise assez bien, que ce soit sur la gastronomie, que ce soit sur les paysages, que ce soit sur les châteaux, etc. Puisque là, tout se passe dans un village Sauriac, qui n'existe pas quand même, je précise, il n'est pas sur le calendrier des postes, pour ceux qui se souviennent des calendriers des postes, avec un château, parce que si vous écrivez sur un château, enfin, si vous écrivez dans un village en Périgord, vous ne mettez pas de château, en tant qu'auteur, c'est presque une faute professionnelle. Donc c'est un château que j'ai inventé, parce que si vous décrivez un lieu qui existe vraiment et que vous dites, sur un château par exemple, que l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère n'ont pas été aussi vertueuses que veulent le dire les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, vous pouvez avoir des problèmes. Comme je n'ai pas les moyens de me payer un avocat, j'ai inventé mon château, le château de la Courverie, qui est dans un village de Sauriac où passe la rivière Lorez. Voilà. Après, les gens, ils peuvent imaginer où ça se passe. En tous les cas, il y a toujours un petit bout de château local qui peut s'associer à certaines histoires, à certains attendus, c'est ça. Mais on dirait qu'en écrivant, vous s'amusez beaucoup. Ah ben oui. Si l'écriture, c'est comment dire, un calvaire, je vois pas l'intérêt. Il faut que ça reste un plaisir, que ce soit dans l'histoire ou dans l'écriture. Mais quand même, pour inventer ces histoires, il y a les vrais faits réels. Ah ben, dans les premiers tomes de cette série, j'étais parti de faits historiques, vérifiés. Par exemple, j'étais parti sur le premier, sur l'histoire des réfugiés alsaciens. Sur le deuxième, je parle un petit peu du château de la Bachellerie qui a brûlé quand les Allemands sont partis, où il y avait une très belle collection de tableaux de maîtres dont on ne sait pas s'ils sont brûlés ou s'ils ont été volés. Et puis, comme je ne voulais pas à chaque fois reprendre un fait historique pour le réactualiser 40 ans ou 50 ans après, je suis reparti sur des choses plus psychologiques, plus personnelles, mais avec des morts quand même et du suspense. Puisque ce n'est pas des vrais polars, moi j'appelle plutôt des thrillers. Alors thriller, c'est romans à suspense, restons français, au moins dans le vocabulaire. Alors, on me demande la différence. Alors, la différence entre un polar et un thriller, c'est que le polar, c'est toujours un policier ou un détective qui mène une enquête avec un mort, etc. Alors que le thriller, c'est une histoire où il y a des morts, bien sûr, mais c'est une histoire avec des émotions qui doit suggérer quelque chose. C'est pas une enquête. Bien sûr, il y a un début, une fin, il y a un mort, il y a des assassins, mais c'est plutôt une histoire, un roman. Et toutes ces histoires, elles viennent comment dans vos livres? C'est vraiment imaginaire ou c'est suite aux lectures, aux rencontres parce qu'il faut quand même faire vivre ces personnages et ces histoires. Alors, c'est le syndrome de la page blanche, entre guillemets, que vous dites, j'invente une histoire, quelle histoire je vais inventer? Alors là, il n'y a pas de recette. Moi, je ne sais pas, ça me vient comme ça, tout d'un coup, un flash, une fulgurance, un fait divers, on dit tiens, ça pourrait coller sur ça, tout en sachant quand même que, même s'il y a des choses qui sont
dans mes romans, ou pas facile pour certains, c'est bien en deçà de la réalité. Parce que la réalité, des fois, est bien plus glauque, bien plus dramatique que ce que moi j'écris, même si des fois, ça peut paraître un peu surprenant. Ouais. Vous aimez la musique? Oui. Mais moi, je suis de la génération baby-boom. Bon, je suis plus sur la pop music que sur la musique actuelle, mais enfin, j'aime bien. Oui, parce que le dernier titre de vos livres, c'est Nocturne, un Périgord, Requiem, un Périgord concerto, Périgord... Eh ben, alors, j'explique souvent, quand le premier livre qui s'appelle Le blues du Périgord, l'idée m'est venue, en tous les cas, c'est ce que dit un personnage du roman. Il dit, si je dois quitter le Périgord, pour X raisons, j'aurai le blues du Périgord. Et je trouvais que c'était sympa. En plus, c'est moi qui l'avais écrit, donc je pouvais trouver ça que sympa. Et donc, j'ai dit, ça fait un beau titre. Donc j'ai mis ce titre-là sur le premier. Sur le deuxième tome de la trilogie, j'écoutais Bohemian Rhapsody de Queen. Alors je dis tiens, c'est Bohemian Rhapsody, je vais mettre Rhapsody Périgord. Ou Périgord Rhapsody plutôt. Et puis, quand j'ai écrit le troisième, j'étais un peu prisonnier de ça, donc j'étais obligé de remettre, enfin, entre guillemets, titre musical. Donc, alors, il y a symphonie, requiem, nocturne, etc. Et vous dites que c'est le dernier de votre trilogie qui est multiplié en 7 ouvrages. Alors oui, c'est le dernier, donc j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc, grosso modo, si je dois résumer un peu le livre, donc l'héroïne, qui fait partie des livres précédents aussi, est invitée. Le château a été vendu, le château qui appartenait à la mairie de Surillac a été vendu parce que la mairie n'avait plus les moyens d'entretenir le château, ce qui est quand même relativement courant, même en Périgord. Donc a été vendu à un riche homme d'affaires qui organise des dîners une fois par an, un petit peu conventionnels, etc. Et donc elle est invitée à ce dîner. Et puis, les circonstances font qu'elle tombe amoureuse de la fille du châtelain. Bon, donc l'histoire commence là. Et puis, il y a une morte qui était l'amie de cette héroïne-là, qui meurt assassinée. Donc déjà, ça pose des questions. Et la fille du château a un frère. Et ce frère qui a un projet immobilier, un gros projet immobilier qui doit se construire autour du château. Et là, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce projet immobilier. Et donc, je développe un peu tous ces... Vous ne nous direz pas qui est coupable. Il faut laisser pour les auditeurs, lecteurs, de voir... Il faut vous précipiter en librairie, voire, je pense qu'elles doivent être aussi à la bibliothèque de Coulugny-Chalier. Donc, non, mais je vais rien vous révéler. Je vous appâte. Et je voulais signaler aussi que, c'est pas parce que c'est le dernier que j'arrête d'écrire. Voilà, ça nous rassure. Je suis parti sur des sujets, sur d'autres thrillers, parce que c'est, disons, l'aspect littérature que je pense maîtriser le mieux, au lecteur de le dire, et je pars sur d'autres choses, parce que je voulais pas épuiser le fil de mes personnages, puis peut-être que mon imagination sur ce type, tous ces événements dans ce village du Périgord devenait un petit peu redondant, ou je risquais de me répéter. Donc je suis parti sur d'autres thrillers. Il y en a qui est paru l'année dernière, c'était que je suis venu présenter aussi L'inconstance du mensonge. Donc je suis en train de finir de travailler sur un autre livre qui sera, je peux même vous dire le titre, c'est quand même un scoop, L'insuffisance du désir. Voilà, je vous laisse imaginer de quoi ça peut parler. Et donc, vous écrivez en même temps plusieurs livres? J'essaye d'avoir toujours un livre d'avance. Parce que ça me permet de le relire, de le retravailler. Je le laisse reposer, c'est comme de la cuisine. Ça mijote à feu doux dans ma tête. Après, je l'écris une partie. Puis tout d'un coup, je dis, tiens, il faut quand même que j'essaye de compléter mon sujet. Donc, de temps en temps, je retravaille dessus. Mais je ne suis pas croire que je suis un bourreau de travail non plus. Je n'ai pas de rituel d'écriture. Je peux écrire 40 pages comme je peux écrire une demi-page, puis faire un Scrabble pour changer un peu les idées. Au jardinage? Au jardinage, tout à fait, oui. Et votre contact avec vos lecteurs, comment, vous avez des rencontres, des dédicaces, surtout cette série qui parle de Périgord, j'imagine qu'il y a nombreux qui voudraient
savoir un petit peu plus sur ces lieux, sur ces personnages en vous rencontrant? Déjà, samedi 7, je suis aux Ruelles, à la librairie des Ruelles. Après, je vais à Exideuil le week-end, le samedi d'après. J'ai plusieurs salons à La Noaille, à Sourzac, à Aubug. Je vais faire des dédicaces à la Linde. J'essaye d'être présent sur les salons, en tous les cas régionaux, locaux. Et puis après, dans les librairies, pour un petit peu aller à la rencontre des lecteurs, qui généralement sont très gentils. S'ils viennent me voir, c'est pas forcément pour m'engueuler ou me dire des choses méchantes. Généralement, c'est qu'ils apprécient. Donc, c'est toujours flatteur pour mon ego d'avoir des gens qui viennent me dire « j'ai bien aimé ce que vous avez écrit ». Oh, il y a certainement quelques grincheux, mais bon, j'y fais pas très attention. On a chez nous un stagiaire qui assiste à cette rencontre. Je sais que pour lui, c'est impressionnant voir un auteur vivant. Comment on devient un écrivain? Parce que oui, c'est vrai que des fois on me demande, mais écrire, comment on fait, etc. Je n'ai pas de recette, sinon ça serait très simple et ça serait extraordinaire. Tout le monde peut écrire. Moi, quand on me demande un conseil, je dis, tu prends un crayon, un cahier, et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Il ne faut pas avoir de tabou sur ça, tout ce qui se passe par la tête. Et puis, après, je ne sais pas, peut-être 6 mois après, 8 mois après, mais même si ça n'est ni queue ni tête, ça paraît complètement délirant. Et puis après, voir s'il y a une constance dans ce qu'on a écrit. Je ne sais pas, s'il y a de quoi en tirer une histoire, s'il y a de quoi... Ça peut être des souvenirs personnels, ça peut être une biographie, ça peut être des choses qu'on a vécues, ça peut être complètement d'imagination. Et puis, tout d'un coup, paf, vous dites, oui, tiens, si je mettais tout ça en forme, tous ces écrits, tout ce puzzle, entre guillemets, je peux le mettre en forme. Et puis voilà, ça part comme ça. Vous savez, moi, comme je ne suis pas très ordonné, j'ai des feuilles partout sur mon bureau, j'écris dans tous les sens, etc. Une idée me traverse la tête, je l'écris. Alors des fois, je l'oublie parce que ça tombe, je l'ai ramassé. Mais bon, c'est quelque chose d'assez constant, un peu. On se dit, il y a quelque chose qui se travaille dans la tête. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, il y a d'autres qui se mettent le soir avec 3 pots de café ou 2 litres de whisky devant leur ordinateur pour écrire. Ça va. Moi, de ce côté-là, ça va pas trop mal. Mais c'est comme une mode de vie. L'écriture, ça prend un certain temps, ça demande, même si vous racontez en rigolant, comme ça on dira, c'est facile, mais c'est du travail. Oui, mais moi, je suis un écrivain, malgré mes cheveux blancs, je suis un jeune écrivain, faut pas croire. J'ai commencé à écrire en 2017, vous voyez, mais je n'étais pas du tout branché littérature. Enfin, je lisais, mais écrire, ça me paraissait, c'était bien pour les autres. Je m'en sentais pas capable, je n'avais pas la patience nécessaire, je sais pas. Et puis, c'est venu comme ça, d'un coup, et voilà. Et puis après, faut pas se donner de limite. Je me souviens avoir présenté ici les fables de mon poulailler, je sais pas si certains... Voilà, c'était les chroniques radiophoniques. Voilà, donc c'était aussi une forme d'écriture, des petites fables comme ça, pour s'amuser, après, rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui vivent de leur littérature. C'est pas un truc pour faire de l'argent, ça, je le dis aussi. Non, ou alors, il y a certains écrivains qui vendent des milliers de livres. Moi, j'aimerais bien, mais je n'en suis pas encore là. Oui, mais version livre, ça existe toujours, parce qu'il y a toujours cette volonté de faire disparaître l'édition des livres, que ça ne devient que le fichier numérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime le papier. J'aime le livre. Alors, je crois savoir que certains de mes romans sont sur tablette. Bon, tant mieux, parce que certainement qu'il y en a qui ont peut-être des difficultés, ou parce que c'est plus pratique, ou parce que ça se transforme plus facilement, enfin je ne sais pas. Moi, je suis un partisan du livre. Après, on ne peut pas être contre le progrès non plus, peut-être dans 50 ans, je ne serai plus là, mais je serai parti d'autre chose, au moins de cette littérature un peu intelligence artificielle, je vais dire. Voilà, c'est eux qui vont écrire nos histoires. Mais c'est pas possible. Moi, je les garantis sans intelligence artificielle. Je ne suis pas contre a priori, même si j'ai beaucoup de réserves et de doutes sur son utilisation, en tous les cas en littérature. Mes nouveaux livres sont en train d'être écrits et la dernière parution, ce mois d'avril, Concerto Périgord, est déjà dans toutes les bonnes librairies. C'est paru dans Le Geste Noir avec belle photo de Brantôme. Le château peut-être est pas loin.
Le château? Le château que vous avez imaginé. Le château que j'ai imaginé, c'était un mix. Hein. Alors, il y avait du château de Saint-Léon-sur-Vézère, il y avait du château de Bridoire, j'avais fait mon petit mix de châteaux. Je l'avais dessiné d'ailleurs, pour ne pas me tromper dans les pérégrinations de mes personnages, et pour eux qui ne se trompent pas d'étage. Et puis, non, c'est mon petit château à moi, mais je l'ai décrit de façon, enfin j'espère que chaque Périgordin peut voir un petit bout de son château de chez lui. Voilà, château de la Courverrier, il faut croire. Ah. Et voir et suivre cette histoire qui, comme vous avez dit, vraiment, on a envie de tourner les pages une après l'autre parce que l'histoire est passionnante et on veut savoir pourquoi arrive tout ça, toutes ces histoires, pour les personnages principaux, surtout pour Sylvie Soulot, qui est au centre de ce roman. Oui. Merci. Et je vous remercie de votre invitation. Je souhaite bonne lecture aux auditeurs, en les invitant à se rapprocher des libraires où ils pourront trouver et ce livre Concerto Périgord et les autres. Merci Michel de Corel d'être venu chez nous. C'est toujours plaisir de vous recevoir avec votre bonne humeur et votre l'art de vie en Périgord, à vivre comme ça, écrire les livres et raconter les histoires qu'on ne sait plus si c'est vrai ou pas vrai, ou inventé ou imaginaire d'auteur Michel de Corel. Merci.